Bienvenue dans cette nouvelle chronique taraborienne où nous allons continuer à disséquer le scénario, l'affaire du poudrier de cristal. Nous avons déjà vu la mise en place des éléments de départ, également comment impliquer les personnages, comment créer de petits outils qui serviront à dynamiser la partie, à faire varier le rythme, l'intensité. Nous en sommes donc maintenant venus au moment de la première scène. Alors la première scène, elle est importante, pourquoi? Parce que c'est elle qui va un peu donner le ton et un petit peu placer les joueurs dans une certaine forme, entre guillemets, d'immersion qui va un peu impacter la couleur de la partie. Alors pour cette première scène, donc, que j'ai intitulée La Planque, les investigateurs ont eu droit à une petite installation de la part de leur commanditaire Edgar Tenet dans une boutique que celui-ci en fait vient d'acquérir, une boutique qui est en réfection et dans laquelle il compte monter un bureau d'études. Alors je vais vous lire un petit peu la mise en situation. Edgar Tenet a prévu, pour faciliter la tâche des personnages, il les installe dans une petite boutique en cours de réfection qu'il vient d'acquérir dans le centre d'Everett. L'électricité n'est pas encore disponible et les personnages qui dormiront au premier étage sur des lits de camp devront utiliser les lampes à pétrole que Tenet a apportées pour s'éclairer. Le rez-de-chaussée de la boutique possède un long comptoir en bois qui doit être repeint et verni prochainement, ainsi qu'une grande table de travail recouverte de carton. L'espace tout entier est envahi par les caisses et tout un ramassis d'objets de chantier et d'outils. Il flotte une odeur de renfermé dérangeante, car la boutique est restée plusieurs mois sans être utilisée. Située en face d'une mercerie dans une rue commerçante, la boutique est destinée à devenir un cabinet de travail où Tenet envisage de faire travailler une petite équipe réduite de collaborateurs. Le futur bureau d'études aura pour mission de promouvoir des opérations immobilières. C'est une filiale que Tenet est parvenu à développer après avoir remporté le marché de l'installation du parc central d'Everett il y a 3 ans. D'ailleurs, sur le mur est accrochée une photographie légèrement jaunie qui montre Tenet et certains de ses associés sabrant le champagne lors de la cérémonie d'inauguration du parc central. Alors ça, c'est une petite astuce, un petit indice que j'ai disséminé qui risque de mener les personnages sur la piste de William Baker, en fait, l'ennemi de leur commanditaire. Indice, donc. Alors petite parenthèse, là c'est pas uniquement d'ordre esthétique, je me suis rendu compte qu'on pouvait en réalité présenter les choses d'une façon qui fait en sorte qu'en partie ce soit beaucoup plus facile de se repérer. Donc moi j'utilise des box avec des codes couleurs. Code couleur vert ici va concerner tout ce qui se rapporte aux indices. Nous verrons plus loin que tout ce qui concerne les éventuelles créatures et autres choses seront dans des box en jaune. En rouge, ici, ce sont des indications qui sont destinées uniquement au maître de jeu pour mener sa partie. Et puis, j'ai également du orange qui sont des éléments plus... des petits éléments qui sauteront aux yeux. Et enfin, en violet, avec une barre latérale, ce sont tous les box de texte qu'on peut lire ou paraphraser aux joueurs en cours de partie. Bon, c'est tout bête, mais ça permet de se repérer beaucoup plus facilement dans le document lorsqu'on est en partie et qu'on doit gérer la présence des joueurs et autres choses. Revenons donc à notre fameux indice. Si les personnages recherchent dans les archives de la ville ou les anciennes unes de presse locale, ils pourront retrouver un article paru à l'époque de l'obtention du chantier. Ce dernier relate comment le célèbre homme d'affaires l'a emporté face à son concurrent direct d'alors, un certain William Baker. Le journaliste explique par le détail comment Edgar Tenet a fini par s'imposer alors que son projet n'était pas nécessairement le mieux budgété. Le dernier paragraphe laisse d'ailleurs sous-entendre entre les lignes que certains responsables du conseil municipal de la ville auraient touché des dessous de table pour favoriser le notable.
Il m'a semblé bon de préciser également ce qui se passerait au cas où, à la suite donc de cela, les investigateurs tenteraient de remonter la piste de William Baker. Donc remonter la piste de William Baker demandera une journée complète. Les investigateurs finiront par localiser son bureau de Paris hippique sur l'hippodrome municipal. Voilà. Alors on revient maintenant au fameux plan d'action. Donc une petite description pour mettre un petit peu les joueurs en situation. Je vous rappelle qu'ils sont donc dans la boutique que leur prête, qui est en réfection, que leur prête Tenet pour qu'elle leur serve de quartier général à Everett lorsqu'ils vont mener leurs investigations sur les crimes en série. Installé sur une table de fortune constituée d'une porte démontée disposée sur 2 tréteaux de bois, vous inspectez la copie du rapport de police que Tenet est parvenu à se procurer grâce à son réseau d'influence. Une petite lampe à pétrole éclaire faiblement les documents que vous compulsez pour prendre connaissance de l'affaire, distillant une odeur tenace d'essence qui pique les narines. L'unique fenêtre de la grande pièce de ce premier étage est condamnée par des planches de bois clouées sur les montants, car la vitre doit être remplacée. Le long du mur du fond sont disposés des petits lits de camp en toile épaisse, ainsi que quelques sacs de couchage et une pile de couvertures. À côté, Tenet a stocké 3 bonbonnes d'eau potable à peine fraîches, 2 packs de bière blonde, un paquet de thé, du café, ainsi que quelques boîtes de conserve bon marché, destinées à être réchauffées sur le petit réchaud à gaz qui se trouve juste à côté, posé à même le sol. L'air frais de la nuit commence à se répandre et vous enrobez. Au loin, vous entendez la rumeur de la ville qui commence à s'endormir. De temps à autre, des aboiements plaintifs vous parviennent, ainsi que le bruit de poids lourds qui circulent. Une vieille horloge de la taille d'un homme fait résonner son balancier et cale votre concentration sur le rythme obsédant de ces tic-tac entêtants. Voilà pour la position de la mise en scène. Petite précision, voilà, le maître de jeu peut alors remettre aux joueurs les éléments compilés dans le dossier de police, on y viendra plus tard, qui sont inscrits au paragraphe suivant. Voilà. Laissez les joueurs commencer à faire des hypothèses et réfléchir aux éléments pendant quelques minutes, puis passer à la scène suivante, des bruits sur le toit. Alors en fait, moi j'ai groupé, vous voyez, ce que j'ai appelé la scène d'introduction. Ça va comprendre plusieurs petits développements possibles de cette situation de base que je viens de vous exposer. Donc des bruits sur le toit. Alors que vous épluchez les documents du dossier de police en partageant vos sentiments, l'un de vous fait remarquer aux autres qu'il perçoit des bruits sur le toit de la boutique, comme si quelqu'un était en train de se déplacer au-dessus de vos têtes. Si les personnages sortent pour atteindre le toit, ils seront attaqués par le chien du vieux Siegfried Koroski, un clochard sénile qui traîne souvent dans les parages, toujours alcoolisé. Le pauvre animal n'a rien mangé depuis plusieurs jours, il est affamé. Après 2 rounds de confrontation, les investigateurs verront surgir un vieil homme au visage couperosé qui commencera à s'en prendre à eux en hurlant à l'assassin. Un des 2 rounds plus tard, plusieurs fenêtres des façades proches commencent à s'allumer. Un des 4 plus 2 rounds plus tard, une voiture de police viendra faire une inspection alertée par le voisinage. Voilà les caractéristiques du chien-loup affamé. Bon, alors là, c'était l'idée de rentrer un petit peu dans une scène d'action qui n'est pas vraiment dangereuse, si ce n'est que si les aventuriers, si les investigateurs la gèrent mal, elle va entraîner une petite complication. Donc cette complication, c'est tout simplement que si la police intervient et que les aventuriers ne parviennent pas à convaincre les policiers par un jet de baratin ou de persuasion difficile, ils finiront au poste de police avec le clochard pour le reste de la nuit. Et en fait, ils devront répondre à une série de questions pour justifier notamment de leur présence dans la boutique. Petite description du commissariat, qui a priori devrait être joué dans la foulée, si les événements s'enchaînent de cette façon-ci. Le commissariat d'Everett est situé sur l'une des rues les plus fréquentées du centre de la bourgade. Il jouxte une petite caserne de pompiers où des hommes sont de garde de jour comme de nuit, prêts à intervenir. Le poste de police comprend une salle commune ainsi que 3 bureaux au premier étage, dont celui de Walter Cotteret, l'inspecteur en charge de l'affaire des meurtres en série. Et il y a également une cellule de dégrisement au sous-sol. Plusieurs
Plusieurs policiers sont de garde et accueillent le sergent Langston avec intérêt, pensant certainement que son apparition a quelque chose à voir avec l'affaire en cours. Lorsque le sergent explique comment il vous a ramassé, l'intérêt retombe et les mines se durcissent. Surmenés par les récents événements, les fonctionnaires de police sont énervés d'avoir à traiter une histoire comme la vôtre. Alfred s'isole avec vous dans l'un des bureaux du premier étage où il se cale derrière une grosse machine à écrire pour commencer à taper son rapport. Alors nom, prénom et lieu de résidence. Allez, on se dépêche, on ne va pas y passer la nuit. Le sergent de garde Alfred Langston est lui-même sur les nerfs depuis que la série de meurtres a débuté. Les personnages passent la nuit au poste. Ils devront réussir un test de constitution ou entamer la nouvelle journée dans un état de fatigue qui leur fera endurer un malus de 5% sur tout leur jet. De plus, passer la nuit au poste pour un interrogatoire entraîne un test de santé mentale qui fera perdre soit 0 si le test est réussi, soit 1 des 3 points de santé mentale, avec un D-bonus pour les PJ qui sont détectives ou qui ont une occupation en rapport avec les métiers judiciaires et qui ne seront pas choqués plus que ça d'un petit passage dans les locaux de la police. Le sergent pourra aller jusqu'à téléphoner à Monsieur Tennant si son nom est cité, et les personnages seront alors disculpés et relâchés, après avoir pu constater les formes et la déférence dont fait preuve le policier auprès du notable. Donc ça va permettre aux personnages en fait d'avoir quelques indications pour comprendre un petit peu l'emprise que leur commanditaire a sur la ville. Après l'histoire de la photo et du marché truqué où il aurait versé des pots de vin, les investigateurs vont comprendre que les policiers sont très déférents avec Tennant. Bien, monsieur Tennant, oui, on va les relâcher. Il s'agit certainement d'une méprise, monsieur Tennant. Bien, bien, bien. Excusez-nous encore de vous avoir dérangé, monsieur Tennant. À la suite de ça, j'ai regroupé les éléments concernant le dossier de la police. Walter Cotterêt est pleinement investi par cette affaire, de loin la plus importante qu'il ait jamais dû mener. Il s'est appliqué à dresser des rapports circonstanciés particulièrement précis où sont consignés tous les faits importants en relation avec les 3 premiers crimes. Pour chaque cadavre est jointe l'analyse du coroner qui précise les éléments médico-scientifiques constatés après l'examen des corps. Le médecin a rédigé une note finale de synthèse qui rend compte des similitudes observées envers les cas. Donc ça, il faudra peut-être construire des aides ce qu'on appelle des handouts, des aides de jeu qu'on remettra tous ces documents aux joueurs et pourront en prendre connaissance, voilà, façon comme s'ils étaient vraiment en train de compulser les éléments. Donc les 3 victimes, j'ai donné quelques précisions sur chacune d'elles. Donc la première, Sonia Bennett, une femme de 34 ans, nationalité anglaise, résidente à Everett, qui est laborantine auprès de la pharmacie de la rue Linden Street. Lieu et heure du crime, découverte à son domicile, un petit appartement situé au numéro 54 de Victoria Street. Cause de la mort, hémorragie survenue suite à une section de la carotide. Aucune trace de violence sexuelle, aucun objet dérobé. La seconde victime, Irving Bradshaw, un homme de 46 ans, de nationalité américaine, résident à Everett lui aussi, garagiste auprès de la station Exxon de Summer Street, au numéro 115. Lieu et heure du crime, salle principale du garage dans la nuit, alors que l'employé était resté finir la réparation d'un véhicule. Cause de la mort, multiples fractures du crâne pratiquées avec un objet contondant. Aucune trace de violence sexuelle, aucun objet dérobé. Et enfin, la 3e victime, Larry Ackerman, homme de 53 ans, nationalité américaine, résident à Everett, voyageur de commerce. Lieu et heure du crime, 2e partie de la nuit au domicile de la victime, 415 Waters Avenue. Cause de la mort, énucléé et gorge tranchée dans le sens de la hauteur. Aucune trace de violence sexuelle, aucun objet dérobé. Enfin, j'ai consigné les éléments du dossier de police tels qu'ils ont été notifiés par le coroner. Alors voilà, j'ai fait tout simple, une petite série de bullet points. Les 3 individus ont été victimes d'agressions violentes commises à l'arme blanche. Le mobilier chahuté sur les scènes de crime laisse supposer que les victimes ont cherché à se défendre pour échapper à leur agresseur. Les 3 crimes ont fait abondamment couler le sang et portent la marque d'une sauvagerie manifeste. Les 3 cadavres dénudés ont ensuite été disposés dans une position similaire, sur le dos, les bras en croix, dans un cercle tracé avec leur propre sang. Au pied de chacune des victimes, les enquêteurs ont trouvé les restes d'un cierge à moitié consumé.
Les rares témoins entendus pour la plupart des voisins n'ont rien remarqué de particulier et n'ont pas signalé avoir perçu de cris ou des bruits suspects, ni avoir croisé des individus rôdant dans les parages. Sans doute les victimes ont-elles été bâillonnées, mais aucun linge de ce type n'a été retrouvé. Aucune empreinte digitale n'a été relevée sur les scènes de crime. L'analyse chimique et biologique n'a révélé aucune trace de toxique ou de poison dans le corps des victimes. Le légiste conclut en précisant que le meurtrier est certainement un homme, vu la force des coups portés. L'usage des instruments tranchants et contondants trahit une méconnaissance de ces objets et de leur utilisation. Le tueur n'est certainement pas un professionnel. Le fait que la victime ait opéré la même mise en scène indique qu'il s'agit vraisemblablement d'un tueur en série dont les meurtres sont un moyen de délivrer un message. À ce jour, la police n'est pas parvenue à établir de lien direct ou indirect entre les victimes. Voilà, j'ai cru bon de préciser derrière qu'une fois pris en main les éléments du dossier de police, les investigateurs devront réaliser qu'ils n'ont pas de piste directe. Il leur faudra reprendre l'enquête à zéro en retournant investiguer sur les différents lieux de crime pour recueillir des indices et des témoignages nouveaux. Si vos investigateurs sèchent, aiguillez-les en précisant par exemple qu'ils sont étonnés du peu de témoignages notifiés par les enquêteurs. Moyen de leur tendre un peu une petite perche pour qu'ils pensent à aller refaire un peu le travail des policiers. Voilà, on va s'arrêter là pour cette vidéo qui présente donc la première scène avec des possibilités de dérouler, donc soit la nuit au poste pour se justifier, et puis surtout les éléments qui vont permettre de poser la situation, de poser vraiment le problème aux investigateurs et de faire en sorte qu'ils commencent à s'organiser, à mettre en place un peu ce qu'ils vont développer pour mener leur enquête. Voilà. Je vous dis à très bientôt. Au revoir.